Je ne me suis pas engagé dans la Légion par désir d'aventure ou d'émotion forte. Ce furent les conséquences de la guerre d'Algérie qui ne me donnèrent pas d'autre choix. Je connaissais la Légion et je savais qu'en y entrant, il me fallait tourner une page de ma vie. J'allais devenir un étranger avec une autre nationalité. Je savais que je ne reverrais plus ma famille et mes proches pendant plusieurs années. Mais avais-je le choix? C'est donc tout naturellement que j'ai franchi les portes de la Légion et que j'en ai accepté le contrat. L'instruction s'est déroulée à Bonifacio. Notre commandant de compagnie était le lieutenant Henri d'Orléans, notre chef de section le sergent Soccarato. J'avais déjà effectué 18 mois d'armée, mais ce que j'avais connu n'était rien au regard de ceux que j'allais affronter pendant mon instruction. Cela étant, j'ai passé toutes ces épreuves plus qu'honorablement. En mai 1965 se déroulent les manœuvres Fergheim, avec la 6e flotte américaine en partance pour le Vietnam. Ma section, qui était désignée pour effectuer le débarquement, embarqua sur un navire et nous y demeurèrent une nuit et une journée, au cours de laquelle quelques concours s'effectuèrent entre Marines et nous-mêmes. Personnellement, je fus désigné pour le démontage et remontage de la A-52 dont j'étais doté. Mon adversaire en marine avait un FM bar. Nous avions tous deux les yeux bandés et c'est un examinateur qui étala toutes les pièces en les mélangeant. Tous les regards étaient fixés sur moi et bien évidemment, il fallait que ce soit la Légion qui remporte ce duel. Et ce fut la Légion qui le remporta, car je réussis le remontage de mon arme bien avant le marine. Cela me valut d'obtenir l'insigne des marines et le propre poignard de mon adversaire. Puis ce fut le débarquement et des simulacres d'embuscade, d'attaque, de défense. Nous pûmes hélas nous rendre compte lors de ces manœuvres que le mythe des marines était quelque peu usurpé. En réalité, leur puissance ne résidait que sur leur infrastructure, leur matériel. Je n'évoquerai que les récupérations que nous avons faites, jeeps, armements, rations qui étaient autrement plus garnis que notre boîte de rations du format d'une boîte de sucre en morceaux. La traversée entre Marseille et Oran, ce n'était évidemment pas le super paquebot France, ce n'était qu'un cargo, mais excellent souvenir de cette traversée et surtout de l'accueil des marins. Rappel. La guerre des Sables, en octobre 1963, est une contestation des frontières entre le Maroc et l'Algérie. Le cessez-le-feu du 2 novembre 1963, négocié lors de la conférence de Bamako les 29 et 30 octobre 1963, ne durera que quelques heures. Reprise des combats sporadiques, un cessez-le-feu définitif est signé le 20 février 1964. Il définit les contours de la zone démilitarisée et marque la reprise des relations diplomatiques entre le Maroc et l'Algérie. Longue période de méfiance entre l'Algérie et le Maroc
Une confrontation intervient du 27 au 29 janvier 1976 à Amgala au Sahara occidental. Le 15 juillet 1972, Boumedienne et Hassan II signent un traité qui délimite leurs frontières. L'Algérie le ratifie le 17 mai 1973. Le Maroc ne le ratifiera qu'en mai 1989. Selon les accords d'Évian, la France maintient sa présence au Sahara pendant encore 5 ans. La Légion est chargée de la mission de surveillance des sites tels que Regan. Par ailleurs, lors du conflit Maroc-Algérie, elle effectue régulièrement des reconnaissances le long de la frontière algéro-marocaine. Ces reconnaissances sont nommées RST, reconnaissance sur territoire. Charles part toutefois le 2 septembre 1903 dans le sud afin de secourir les blessés des combats de Taguit et d'El Moungar. 2 officiers et 113 légionnaires ont été attaqués par 2000 dissidents dans le Cheikh Bouhamama. Il y aura côté français 36 morts et 47 blessés. Pour la Légion, le fait d'armes d'El Moungar sera mis à côté de celui de Cameroun.
Retourner à la vie civile pose toujours des interrogations, mais aucune appréhension, car pendant plusieurs années on a été formé pour affronter n'importe quelle épreuve. La Légion a cette caractéristique n'existant nulle part ailleurs, c'est cette volonté extrême pour affronter n'importe quelle situation. On nous apprend journellement à faire face à des difficultés, à des situations face auxquelles on nous demande promptitude d'analyse. Mais surtout, on nous inculque cette volonté de faire face à n'importe quel événement. Personnellement, ma seule préoccupation était de trouver très rapidement un emploi en n'importe quel domaine, car je savais que ce n'était qu'à partir de l'insertion dans ce nouveau monde que je pourrais ensuite évoluer. L'embauche, je dois l'avouer, fut difficile, car lorsque l'on porte sur son CV ancien légionnaire, on se trouve confronté dans 90% des cas à un refus, certes poli mais sans appel. Cela étant, ces difficultés de départ ne m'ont pas empêché de faire une carrière des plus honorables. C'est à la requête du général Lubscher, président du CCHAP de Hyères, que j'ai accepté le poste de présidence de l'amicale des anciens légionnaires pour la section de Hyères. Tous les corps d'armée étaient représentés sauf la Légion. C'est donc tout naturellement que j'ai accepté, car il fallait que toutes les manifestations et cérémonies, le drapeau de la Légion soit présent. Mais il fallait aussi et surtout que le président des anciens légionnaires du Var et PACA en accepte cette nomination. C'est lors d'une AG à laquelle étaient présents les généraux Guignon, Alba Ladejo entre autres, le colonel Bertou Ibanez, que le drapeau me fut remis par le capitaine de Morzine. Grâce au général Lubscher, j'obtins un bureau spacieux à la maison du combattant. Dès lors, le drapeau vert et rouge de la Légion était de toutes les manifestations, de toutes les cérémonies. Et je dois avouer que cela fit le bonheur de très nombreux compatriotes, mais aussi de tous les anciens combattants. Cela me valut de recevoir le diplôme d'honneur de la Légion étrangère des mains des colonels Bertou et adjudant-chef Maderas. Ma démission au bout de 4 ans fut le fait de quitter la région.